Merci Patrick Lemoine d'avoir accepté cette invitation de Philo Décrypte, car vous avez écrit une bonne quarantaine de livres, mais jamais sur la violence. Jamais. Pas encore. Alors pourquoi Philo Décrypte vous a choisi pour parler de la violence? Parce qu'on imagine que vous, psychiatre, vous avez été confronté à la violence, qui doit souvent être un indicateur important quand vous avez en face de vous un patient difficile. Violence contre soi-même ou violence contre les autres. D'autant plus que vous avez un sacré parcours. Une vie à soigner, enseigner, écrire, avec un incontestable talent. Combinant simplicité et humour, ouverture d'esprit, mais aussi un regard alternatif et un réalisme porté par votre expérience. Vous avez d'ailleurs exercé d'importantes responsabilités hospitalières au sein de différentes structures, notamment le Vinatier à Lyon, psychiatre, mais aussi docteur en neurosciences, enseignant et chercheur. Vous avez joué un rôle clé à l'université Claude Bernard, mais vous avez aussi réalisé un véritable tour du monde du savoir en intervenant dans des universités prestigieuses comme Stanford en Californie, Shanghai, Genève, Moscou, Montréal. Expert auprès des tribunaux, vous vous êtes également investi dans l'éducation surveillée et vous avez participé à de nombreux groupes de travail en liaison avec l'INSERM, le CNRS, le ministère de la Santé et l'Ordre des médecins. Pourquoi aujourd'hui mettre en avant cette question de la violence? Parce que, vous le savez tous, cette violence est en permanence au cœur de l'actualité et qu'elle inquiète aujourd'hui une écrasante majorité des Français. Pourtant, les statistiques sont paradoxales. Avec 1 millier d'homicides l'année dernière, la grande violence est en baisse depuis le Moyen Âge. Le Moyen Âge où la criminalité était 50 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Une tendance confirmée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec une stabilisation et une légère hausse depuis quelques années. Même tendance pour les suicides. En revanche, la violence quotidienne est en hausse spectaculaire depuis plusieurs décennies. Agressions, braquages, menaces, harcèlement, viols. Plus de 450 000 victimes de la violence physique l'année dernière, beaucoup plus en fait, car seule une minorité de victimes porterait plainte. Des chiffres révélateurs d'une époque, la violence surgit toujours là où la parole échoue. Soulignait Lacan, dont je ne crois pas que vous êtes un disciple, mais on peut reconnaître qu'il avait un certain sens de la communication. Donc nous comptons sur vous, Patrick Lemoine, pour que cette séance ne dégénère pas en bagarre générale d'abord, et qu'ensuite, au contraire, elle vous permette de nous éclairer sur ce phénomène. D'où ma première question. Est-ce que vous avez été confronté, personnellement, à cette violence? Pas souvent, parce que je suis assez lâche en fait. Et j'ai toujours réussi à éviter les bagarres. Je ne sais pas me battre. Mais avant de répondre à cette question, je vais dire que je suis quand même très déçu par votre présentation parce qu'un de mes principaux titres de gloire, c'est d'avoir collaboré pendant des années à Lyon Mag. J'avais une chronique tous les mois. Chaque fois qu'il y avait une interview, vous me faisiez intervenir comme chroniqueur. J'adorais ça. Et je me souviens même d'une scène de ménage parce que j'avais fait la chronique de Monseigneur Barbarin, dont j'avais dit du mal. Qui venait d'arriver, beau, jeune, faisant du jogging sur le pont de l'université. Et j'avais dit, trop de communication tue la communication. Et ma femme m'avait engueulé, tu te rends compte quand même, un cardinal. La suite m'a donné raison. Alors je préciserai au passage qu'il quand même, il a joué un autre rôle extrêmement important dans le Lyon Mag, qui n'a rien à voir avec le magazine publié aujourd'hui. Il a formé les journalistes à l'interview avec des jeux de rôle. Il a formé notamment un de nos journalistes les plus timides et qui est devenu un journaliste extrêmement performant puisqu'il a fait un interview qui a fait le tour du monde d'un œnologue qui disait que le Beaujolais nouveau était de la merde. Ce qui nous a valu de faire la une du New York Times et d'être dans les prime time d'un certain nombre de télés mondiales. Tout ça, donc, c'est pas ma faute, c'est sa faute. Je revois le petit Jean Barbier qui n'arrivait jamais à décrocher une interview. Alors, pour répondre à votre question, ai-je personnellement été confronté à la violence? Pas souvent, mais quand même, il y a une fois où j'ai été traumatisé, vraiment. Je travaillais à Moscou, dans l'hôpital Salkolnikov,
Et mon ami et patron, il me dit je veux que tu vois tous les aspects de la vie moscovite. On va aller dans une boîte de nuit et tu verras, c'est la mafia qui tient ça. On va dans cette boîte de nuit, on sort vers 2 heures du matin, on commence à marcher dans Moscou et là, il y a 3 types qui nous suivent. On se met à courir, ils nous rattrapent. Et cet ami qui avait quand même fait du catch, bien qu'il soit prof de neurologie, me pousse dans une porte d'allée d'immeuble et je me retrouve tout seul dans un immeuble de Moscou. Je ne parle pas le russe, je ne sais pas du tout où j'étais, complètement paniqué. Pendant ce temps-là, mon ami Yakov faisait le coup de poing avec les gars. J'étais dans mon escalier et tout d'un coup j'entends l'ascenseur qui monte lentement, c'était l'horreur. L'ascenseur arrive en haut, je descends, on retombe en bas et j'entends Patrick. J'ai compris que mon ami avait fait le coup de poing et on repart. Et les 3 mecs nous suivent encore. Là j'étais un peu moins lâche, j'ai fait demi-tour et là ils se sont barrés en me voyant. Et on est reparti tremblant et c'est la seule fois de ma vie que j'ai pris un Stilnox. Alors je suppose que sur le plan professionnel, vous avez dû rencontrer quelques cas de violence. En tant qu'urgentiste, parce que j'étais 8 ans à faire la psychiatrie au pavillon N. D'Edouard Herriot Oui, on se bagarrait beaucoup à l'époque, mais bon, j'étais interne, jeune assistant, donc ça allait. Et puis ensuite en tant qu'expert. Alors quand on va à la prison et qu'on rencontre des violeurs, des pédophiles, des pervers, des assassins, c'est sûr que je crois avoir vu à peu près toutes les violences qui peuvent exister dans l'espèce humaine. Est-ce qu'avec votre expérience, vous êtes inquiet face à cette montée de la violence? On n'a jamais été dans un monde aussi sécure que maintenant. La violence s'est effondrée, je parle surtout de la violence physique. Tout à l'heure, en venant, je me disais, mais il y a 100 ans, j'aurais jamais pu traverser Saint-Jean tout seul sans avoir une escorte avec des flambeaux et des gens armés jusqu'aux dents. C'était pas possible. Au Moyen-Âge, à la Renaissance, jusqu'au 19e siècle, se balader dans Saint-Jean, surtout à la nuit tombante, c'était impossible. On n'a jamais été dans un monde aussi peu violent, et même depuis la guerre de 39-45, il n'y a jamais eu aussi peu de guerres, il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur les champs de bataille. Ce qui monte, c'est la tolérance à la violence. Nous sommes de plus en plus intolérants à la violence. Il y a beaucoup moins de violence, mais on ne supporte pas la violence. La preuve, c'est que mon histoire moscovite, au fond, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. J'aurais pu prendre un pain, mais c'est tout. En revanche, la violence psychologique, via notamment les réseaux sociaux, n'a jamais été aussi élevée et c'est pas prêt de s'arrêter. Ça ne peut que s'aggraver. Je vais mettre une petite nuance quand même sur votre analyse de la violence. Il y a une violence réelle qui se développe, c'est une violence qui n'est pas cette grande violence qui aboutit à des meurtres, des crimes. C'est cette violence quotidienne. Et je crois que c'est acté par tous les sociologues qui ont analysé le phénomène. C'est une violence quotidienne, c'est-à-dire de la petite violence, qui a un impact peut-être plus fort que la grande violence. Parce que la grande violence, au fond, elle est presque éducative. Quand quelqu'un a étranglé toute sa famille, il y a peu de gens qui se reconnaissent dans cette violence. Oui, je ne vois pas pourquoi c'est éducatif. Parce que c'est repoussoir. Moi, je suis un vieux journaliste de faits divers. Ça a toujours passionné les gens, ces faits divers absolument crapuleux. Oui, tout à fait, surtout quand c'est psychiatrique. Or, on sait qu'il y a beaucoup moins de criminels parmi les schizophrènes que parmi la population générale. Beaucoup moins. En revanche, les crimes des schizophrènes sont tellement effrayants, tellement étranges, tellement épouvantables que ça fait la une de tous les journaux. Alors comment vous analysez-vous, en tant que psychiatre, cette montée de la violence quotidienne, ces petites choses, des braquages? Il y a pas mal d'agressions sexuelles aussi. Là encore, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense surtout qu'on en parle beaucoup plus, qu'il y a plus de retentissement aujourd'hui avec Internet. Et j'arrête pas d'expertiser des gens qui ont été harcelés au travail. C'est vrai qu'il y a 50 ans, les gens auraient rigolé. Je vais vous raconter une histoire dont j'ai honte. Et bon, moi, je suis né à Thonon, en Haute-Savoie, et donc j'ai fait toutes mes classes en Haute-Savoie. Eh bien, j'ai été harceleur. C'est-à-dire qu'avec une bande de copains, il y avait un gamin qui n'était pas comme nous, je pense qu'il était un peu débile, et notre jeu, c'était de le faire pleurer. Mais à l'époque, personne n'aurait imaginé qu'on était la graine de voyous. À l'époque, ça passait. Ça n'aurait pas été comptabilisé dans les actes de violence. Un garçon qui balance des vannes à une fille, il y a 50 ans, ça n'aurait pas été comptabilisé dans les actes de violence. Alors qu'aujourd'hui, Dieu merci, c'est comptabilisé comme harcèlement. Harcèlement moral, harcèlement sexuel, et je passe mon temps à faire des expertises à ce sujet-là. Il y a 50 ans, ça n'existait pas. Les vannes machistes dans les bureaux, pincer les fesses de la secrétaire, c'était normal. Et même les filles, elles s'en plaignaient pratiquement pas. Donc, ce qu'on comptabilise aujourd'hui comme violence n'aurait pas été comptabilisé. C'est pour ça que je ne peux pas parler d'augmentation.
je pense qu'on ne tolère plus, et c'est très très bien, on ne tolère plus toutes ces incivilités, tous ces actes. MeToo, ça a été formidable, ça a été une prise de conscience, mais j'aimais bien quand Catherine Deneuve disait, bah oui, quand un mec me siffle dans la rue, je prends ça comme un hommage. Et elle n'a pas tout à fait tort non plus. Alors, est-ce que la violence est inscrite dans l'ADN humain? Est-ce qu'au fond de nous, on n'a pas tous virtuellement une capacité à devenir violent? C'est inscrit dans l'ADN animal. Moi, je suis passionné par les sociétés animales. Et on voit qu'il y a des sociétés qui sont violentes, des sociétés qui sont non violentes. La société la plus violente, à part l'espèce humaine, c'est les chimpanzés, qui font tout comme nous, et qui sont les animaux les plus politiques qui soient. Et c'est la violence politique. À savoir que chez les chimpanzés, il y a un mâle dominant qui souvent a 2 ou 3 sbires autour de lui. Et puis, quand le temps passe, il y a des jeunes chimpanzés qui commencent à vouloir prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Les vieux, ils se concertent et ils font exactement comme Trump en ce moment au Venezuela, c'est-à-dire qu'ils désignent des ennemis extérieurs, une autre tribu de chimpanzés. Et là, il n'est plus question de prise de pouvoir. Ils font des expéditions, des commandos, des raids, et ils font des génocides. Ils violent les femelles, ils font des rapts, et ils assassinent la plupart des mâles. Tout ça, c'est purement politique. C'est-à-dire qu'il y a une violence politique exactement comme chez nous. Autre société, société matriarcale. Les éléphants. Il y a des troupeaux de femelles et de jeunes éléphants, parce que quand les mâles commencent à devenir grands, ils sont éjectés. Et ils se retrouvent, non pas solitaires, il y a des sociétés de mâles qui sont plus archaïques, moins organisées, mais qui existent quand même avec une certaine hiérarchisation. Et ce qui est intéressant, c'est que les mâles éléphants, comme les cerfs par exemple, lorsque c'est le moment du rut, ils se battent sauvagement. Mais dès que la saison du rut est passée, ils redeviennent copains. Donc c'est des violences purement testostéronées. Les sociétés matriarcales, à mon avis, devraient être le modèle dans notre espèce. Et moi, je militerais pour une loi qui obligerait les États à avoir des patrons, qui soient des patronnes. Parce que ça se passe beaucoup mieux, à condition que les femmes se comportent comme des femmes, et non pas comme des mecs. Les éléphantes, il y a une patronne qui est très douce, qui a une certaine autorité, mais qui n'impose jamais les décisions, qui est toujours dans la négociation. Dans toute l'espèce humaine, il y a eu une seule société réellement matriarcale, c'est les Mozo en Chine. Et chez les Mozo, le mot violence n'existe pas. Ça se passe tout par la négociation. Une société patriarcale n'est pas gouvernée par la testostérone. La violence est liée à la testostérone, qui existe, je vous rappelle, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Il y en a plus chez les hommes que chez les femmes, mais il y a la testostérone chez les femmes aussi. Il y a certains historiens qui disent que les sociétés primitives étaient matriarcales jusqu'au moment où les hommes ont découvert qu'ils jouaient un rôle dans les naissances. Ils n'avaient pas compris que le rapport sexuel et la naissance avaient un lien. Tout à fait. Même au Moyen-Âge, il y avait des coins, on ne faisait pas le lien entre faire l'amour et faire un bébé. Alors donc la violence est non seulement le côté animal de l'homme, mais masculin. Oui, d'une certaine manière, oui. On peut dire que la structure des sociétés patriarcales est beaucoup plus violente. Si vous prenez toujours les modèles animaux, vous voyez qu'il y a, selon les espèces, il y a des animaux qui sont monogames fidèles, monogames infidèles, solitaires ou polygames. Les plus dangereux, c'est quoi? Chez les monogames fidèles, il n'y a pas de violence. Les manchots, les perroquets, les gibbons, ce n'est pas des animaux violents. Et ça se passe bien. Les monogames infidèles, les canaris par exemple, ça se passe moins bien déjà, parce qu'il commence à y avoir des rivalités. Après, vous avez les polygames. Donc les polygames, c'est le harem. Et là, c'est d'une violence très importante, parce que c'est vraiment le règne de la jalousie. Le sultan de Turquie était capable d'assassiner tous ses frères pour être sûr de garder son harem, ne mettre que des eunuques pour garder les femmes. C'était extrêmement violent. Ce qu'on oublie toujours de préciser, c'est que le fait d'être castré n'empêchait pas la bandaison, ça empêchait la reproduction. C'est-à-dire que les filles du harem avaient le droit de s'amuser avec les eunuques, ça ne gênait personne, parce que le problème, c'était qu'il n'y ait pas d'enfants illégitimes. Puisque toute la question de la jalousie et de la violence liée au sexe, c'est la question de la légitimité. Les mâles, chez les lézards, chez les oiseaux, chez les mammifères, les mâles veulent que les petits soient d'eux. C'est comme ça c'est vraiment génétique. Mais pour en revenir à l'homme, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que nous sommes une espèce
physiologiquement polygames, nous sommes construits comme des polygames, mais culturellement monogames. Et c'est ça toute la complexité, la difficulté, mais la beauté aussi de l'espèce humaine, parce qu'il n'y aurait pas de vaudeville s'il n'y avait pas ça. Donc finalement, en plus d'être inscrit dans la masculinité, la violence est inscrite dans le sexe. Absolument. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté depuis le début sur la testostérone, qui joue un grand rôle. Par exemple, je suis en train d'élaborer une étude sur le démon de midi. C'est ce comportement stéréotypé des mecs qui, à 40-50 ans, quittent femmes, enfants, métiers, déménagent, se refont un look. J'ai une théorie là-dessus. Les hommes, quand ils sont en couple et qu'ils ont des enfants, au moment où ils ont des enfants, la testostérone s'effondre. C'est bien fait quand même, parce que ça permet comme ça au mâle de pourvoir aux besoins de la famille, à s'occuper de ses enfants, à les élever, etc. Et mon idée, c'est que le jour où les enfants partent, la testostérone remonte et paf, ils se remettent à draguer, si possible, comme disait ma grand-mère, des jeunesses pour se prouver qu'ils sont capables de séduire. Et bon, je suis psychiatre, je ne dois pas porter de jugement, mais c'est quand même assez minable. Vous avez constaté des éléments déclencheurs de violence? Alors oui, et là encore, il faut aller dans les modèles animaux. J'aime beaucoup Bernard Werber, qui est un ami, et qui a bien décrit les sociétés de rats. Et il a bien montré que si vous prenez 50 rats et que vous les mettez dans 500 mètres carrés, il n'y a pas de problème pratiquement. Vous prenez le même nombre de rats et vous les mettez dans 10 mètres carrés, et là ils s'entre-déchirent, ils se pulvérisent, ils se massacrent. Donc déjà, l'élément déclencheur premier, c'est la connerie de nos urbanistes après la guerre. Je parle des Minguettes, de la Courneuve, des millions de gens dans un espace très confiné, comme les Minguettes, qui a été le plus grand chantier de France de tous les temps. Et donc le fait d'avoir concentré autant de gens dans un si petit nombre de mètres carrés, c'était vraiment une usine à violence. C'était évident, il aurait suffi de poser la question à n'importe quel sociologue de l'époque, il l'aurait dit. Et puis, ce que Bernard Werber raconte aussi, c'est que dans ces sociétés de rats, qui sont quand même hyper violentes, il y a en gros les rats dominants, les rats esclaves et les rats souffre-douleur. Et ce qui a été montré, notamment par Bernard Werber, c'est que si vous supprimez le souffre-douleur de la tribu de rats, tout de suite il y en a un autre qui est désigné, sinon ils vont s'entre-déchirer. Les sociétés de rats ont besoin d'un souffre-douleur pour pouvoir ne pas s'entre-déchirer. Et dans l'espèce humaine, je ne suis pas loin de penser que c'est un peu la même chose. Je vous renvoie à René Girard, La violence et le sacré, qui est un livre essentiel. À mon avis, c'est un livre fondateur qui permet de comprendre ce que c'est que la violence vraiment dans le fond. Par exemple, savez-vous qu'à Athènes, dans l'Antiquité, il y avait des élevages de pharmakeïones. Et donc ces pharmakeïones, c'était soit des fous, soit des esclaves en fuite, soit des gens bizarres, soit des mendiants. Et quand il y avait un tremblement de terre, une guerre, une épidémie, la peste, on prélevait 2, 3, 4 pharmakeïones, on les décorait, on les habillait bien, on les parfumait, on les juchait sur un char fleuri, et ce char fleuri était chargé devant la foule en liesse à parcourir la ville. Et une fois que ce char avait fini, sous les acclamations, son périple, soit on les exécutait, soit on les bannissait. La nef des fous, c'est la même histoire. Ce qui s'est passé à Lyon, comme dans toute la France, pendant la guerre, c'était typiquement une victime sacrificielle qui était le fou. Je rappelle France, 50 000 morts de faim parmi les psychotiques. Bref, à part les fous, il y avait les juifs, et puis aujourd'hui, les immigrés. Bref, on cherche toujours le bouc émissaire. Est-ce que la violence vient toujours des dominateurs? Ah, ça, c'est une question que je ne me suis jamais posée. J'ai envie de dire que oui, mais je n'ai pas vraiment beaucoup réfléchi. Il me semble quand même que oui. Parce que bon, les dominés, ils se font battre. Ils peuvent faire des révolutions quand même. Ils peuvent faire des révolutions. Les révolutions ont lieu quand les dominateurs sont très très affaiblis. Ou sont d'accord, comme la Révolution française. La Révolution française, c'était une révolution bourgeoise en fait, de dominants. La commune, c'était plus le peuple quand même. Quel est le profil type du violent ou de celui qui peut devenir violent? Je vais encore vous raconter une histoire, un modèle animal. Ça se passe en Afrique du Sud, il y a une trentaine d'années. Et il y a un immense territoire qui est libéré. Et les Africains du Sud rêvent de faire la réserve idéale, un Éden. Il y aurait tous les animaux de la création qui vivraient en parfaite harmonie. Et ils n'avaient pas d'éléphants d'Afrique. Donc ils ont demandé aux Kenyans de leur livrer des éléphants d'Afrique. Et les Kenyans, ils n'ont pas pris de gants, ils ont pris des troupeaux d'éléphantes avec les bébés, ils ont massacré à la mitrailleuse les femelles, ils ont chopé les bébés
Et le temps que les camions arrivent, ils ont enchaîné les bébés aux pattes de leur mère morte et ensanglantée. Donc vraiment des visions d'horreur. Et quand on sait que c'est probablement parmi les plus intelligents de tous les animaux de la création, et les plus sensibles, et ceux qui ont la meilleure mémoire, on imagine. Ils mettent les jeunes éléphants et tout se passe bien, sauf que 10 ans plus tard, on trouve des tas de cadavres de rhinocéros et jamais on avait vu des éléphants tuer des rhinocéros. C'est des animaux qui s'ignorent, qui vivent en parfaite harmonie. Et donc ils ne comprenaient pas. Et en fait, c'est des animaux qui sont beaucoup dans l'imitation. Et là, ils ont eu une idée géniale. Ils ont pris des vieilles femelles éléphantes, ils les ont mises dans la réserve et les meurtres de rhinocéros se sont arrêtés en 6 mois. Ça, c'est toute l'histoire des grands frères dans les cités. On peut penser quand même que, puisque souvent les familles sont défaillantes, malheureusement, le chômage, la maladie, le fait d'imaginer qu'il y ait des grands frères, c'est-à-dire des modèles sociaux, pourrait éviter ce déclenchement de la violence. Quel est le rôle de la famille dans cette maîtrise ou non de la violence? C'est évident que le rôle éducatif des parents est essentiel et que la multiplication des familles monoparentales ne doit pas tellement aider. Quand l'image des parents n'est plus un modèle, qu'on voit le père ou la mère avachis parce qu'ils n'ont pas de boulot et puis qu'ils sont obligés d'aller au resto du cœur, c'est sûr que... parce qu'on est un animal beaucoup dans l'imitation. On a besoin de s'identifier à des modèles parentaux. Or, en effet, aujourd'hui, la famille est carencée. Alors on pourrait se dire, il y a l'école. L'école devrait aussi être un modèle d'identification. Or, les gamins, ils ne sont pas fous. Ils voient qu'il y a un taux d'absentéisme chez les profs qui est phénoménal. C'est quand même, à ma connaissance, la seule profession en France où il y a des hôpitaux psychiatriques, rien que pour les profs. Et les profs qui partent en courant quand la cloche sonne, avant leurs propres élèves. Je pense que malheureusement, les enseignants ne sont plus des modèles d'identification. Quand on a parlé de responsabilité, vous avez mis en avant le facteur social. C'est très souvent ce facteur-là qu'on met en avant pour expliquer la violence. Mais est-ce que ça veut dire que tous les gens qui socialement sont en difficulté sont violents? Bien sûr que non. Ce n'est pas parce qu'on est riche, plein de pouvoir et bien portant qu'on ne sera pas violent, non plus. Effectivement, la pauvreté, le chômage, l'alcoolisme, la drogue, ça c'est des facteurs de violence. Mais d'un point de vue, on va dire, psychologique, je ne suis pas certain qu'on puisse dire ça. Alors on a dit famille, on a dit école, le troisième c'est justice. Beaucoup de gens disent que la justice n'est pas assez sévère. Est-ce que la sévérité est un remède contre la violence? Il y a deux choses essentielles qui ont été inventées par les humains, c'est les avocats et les ambassadeurs. C'est les deux meilleurs moyens pour éviter la violence. Pourquoi? Parce que les avocats, au lieu de vous péter la gueule, si on a chacun son avocat, ils vont s'écharper verbalement, il n'y a pas de violence. Donc de ce côté-là, la justice avec les avocats est quelque chose de génial comme phénomène anti-violence. Et on prend le temps. Et donc cette notion de temps, de lenteur, est très importante. Je suis même plutôt contre les comparutions immédiates qui sont des actes de violence. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des comparutions immédiates, mais souvent c'est complètement arbitraire, c'est fait à la va-vite. Les avocats n'ont même pas le temps de consulter le dossier avant que le mec y soit confronté au tribunal. Donc moi j'ai envie de dire que la justice fait du bon boulot. Est-ce que la sévérité est un remède contre la violence? La sévérité sans pédagogie n'a aucun intérêt. On sait très bien que la peine de mort n'a jamais réduit le nombre de crimes. Pour une raison très simple, c'est que les gens qui étaient raccourcis, c'était souvent des gens qui étaient très impulsifs. C'était des crimes très rarement prémédités. Parce que les gens qui préméditent leur coup, c'est des criminels en col blanc, ils n'étaient pas guillotinés, très très rarement. Alors que les pédophiles, les tueurs d'enfants, tout ça, c'est des gens impulsifs, c'est des malades, la plupart du temps. Jamais la guillotine n'a été dissuasive pour ces gens-là, parce que c'est des psychopathes. Est-ce qu'il y a des sociétés qui ont une culture de la violence? Par exemple, les États-Unis, il y a 5 fois plus de crimes aux États-Unis qu'en France. En Amérique latine, 20 fois plus. À une époque, la Corse faisait jeu égal avec l'Amérique, parce qu'il y avait énormément d'armes aussi. À l'époque de la Vendetta, vous aviez à peu près, je crois, une chance sur 7 d'être assassiné si vous étiez un homme entre l'âge de 16 ans et l'âge de 60 ans. Et il a fallu que le général Morand fasse la morandisation. Napoléon, qui détestait la Corse en réalité, a dit à Morand, tu vas là-bas et chaque fois qu'il y a un crime de vendetta,
tu tues l'assassin, ses frères et ses cousins. Je peux vous dire que ça n'a pas duré. Mais comment se développe dans une société une culture de la violence? Aux États-Unis, par exemple. N'oublions pas une chose, qui a peuplé l'Amérique? C'est des repris de justice, c'est des prostituées, c'est des voleurs. Aux États-Unis, c'est qui leurs héros? Nous, c'est les chevaliers, c'est les mousquetaires. Eux, c'est les cowboys, c'est les vachers, qui sont avec leur colt tout le temps. Donc, depuis les origines, l'Amérique a une culture de violence parce qu'on a peuplé l'Amérique avec des gens violents. Et comme l'argent fait que les armes doivent continuer à circuler librement, c'est pas prêt de s'arrêter. Et la Russie, c'est pareil. Ça fait quand même plus de 1000 ans qu'ils ont des dictateurs. Pensez à Ivan le Terrible, pensez à Pierre le Grand, pensez à Staline, Poutine. Tout ça, c'est des gens hyper violents. Mais pour les Russes, c'est normal d'être dirigé par un dictateur. C'est normal. Est-ce que quand on se sent étranger, on se sent plus affranchi des règles de la société dans laquelle on vit, donc plus tenté par la violence? Quand on était jeune et qu'on allait faire des stages en Angleterre, les Français étaient réputés pour être des voleurs dans les magasins, parce qu'ils ne se sentaient pas chez eux. Est-ce que cette observation, elle est légitime ou c'est encore un leurre? Non, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Je pense que beaucoup de petits Français en Angleterre se comportaient comme des petits voyous, alors qu'en France, ils étaient parfaitement gentils. Est-ce qu'on peut extrapoler? Comment vous expliquez par exemple qu'aujourd'hui, en prison, il y a 25% d'étrangers? C'est un phénomène social ou c'est un phénomène culturel ou c'est justement le fait de se sentir étranger qui nous permet de faire n'importe quoi? Je suis expert et j'interviens notamment pour l'ARS, l'Agence régionale de la santé, pour tous les gens qui sont internés pour des crimes ou des délits et qui veulent leur sortie. Et donc, il faut qu'il y ait deux experts qui disent il est plus dangereux, il ne va pas recommencer, il peut sortir. Et je suis effaré de voir que je ne suis pas un tiers, je suis à 90% de gens dont le nom est à consonance étrangère. Alors, soit étranger, soit d'origine étrangère. Oui. Demain, j'en vois 3 au Vinatier, 2 à consonance, on va dire, d'Afrique du Nord, et un roumain, enfin quelqu'un d'Europe de l'Est. Et c'est sidérant. Comment se fait-il qu'il y ait tant de schizophrènes, parce que la plupart du temps c'est des schizophrènes, chez des gens d'origine étrangère? Saint-Polycarpe est occupé aujourd'hui par des jeunes mineurs sans papier dont la minorité n'est pas reconnue. Donc j'ai discuté pendant 2 heures avec eux et on voit des gens, je vous assure, traumatisés. C'est des gens qui ont passé pratiquement 1 an pour arriver en France. Est-ce que ce ne sont pas des gens vulnérables? Ah mais j'en ai expertisé des gens comme ça. Je me rappelle d'un garçon, je crois qu'il était du Nigeria, qui avait traversé à 15 ans toute l'Afrique, qui avait été torturé en Libye. Abominable ce qu'il avait vécu. Et c'est un garçon remarquable, premier de sa classe maintenant. Et malheureusement, la France n'a pas été très classe. Mais ceux dont je vous parle, que j'expertise, c'est souvent des gens qui sont nés en France quand même, mais dans des banlieues, comme on dit, sensibles. Et moi, ça m'effraie. Et comment vous expliquez ça? Pour le moment, je ne l'explique pas, parce que normalement, la schizophrénie, c'est une maladie avant tout génétique, biologique. C'est 1% de la population mondiale, quel que soit le lieu, quel que soit le niveau de richesse, quel que soit le niveau d'études. Sauf que, quand il y a une grande catastrophe, ça monte jusqu'à 4%. On sait qu'après le génocide du Rwanda, 20 ans plus tard, il y a des générations de schizophrènes, de troubles borderline. On sait qu'après les bombardements de Berlin, les femmes qui étaient enceintes à ce moment-là, il y a eu des générations de schizophrènes. Et donc si vous avez le fameux inexistant deuxième chromosome Y, source de toutes les violences, eh bien, vous risquez de devenir violent à cause de cette fameuse épigénétique qui est la plus grande révolution en médecine des 20 dernières années. On ne va pas arrêter de parler d'épigénétique, c'est essentiel aussi pour la violence. On a parlé de la famille, on a parlé de l'école, on a parlé de la justice. Est-ce qu'on pourrait parler des stupéfiants? Les drogues en tant que telles, ce n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est le trafic. C'est le trafic, c'est-à-dire les mafias, les narcotrafiquants. Parce que autrefois, vous aviez des gens très distingués, très chics, qui étaient à l'héroïne, à l'opium. C'était l'opium. Rappelez-vous le Lotus Bleu, Tintin. Ils sont tous avec leur pipe à opium. Ça se passait très bien. Rappelez-vous Baudelaire, le club des hachichins. Ça se passait très bien. Mais à partir du moment où vous êtes dans un bain de narcotrafiquants, tous plus violents les uns que les autres,
c'est la catastrophe. J'ai pas envie de dire mort aux drogues, j'ai envie de dire mort aux narcotrafiquants. Pourtant, vous êtes un critique des médicaments, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que cette surconsommation de stupéfiants, et surtout avec la nouvelle génération de stupéfiants chimiques qui arrive, ça atteint gravement les cerveaux et que ça peut être un déclencheur de violence? C'est clair que le cannabis rend con. Ça a été bien démontré qu'un enfant qui est soumis au cannabis a une chute de son QI qui est impressionnante. C'est vraiment impressionnante. C'est le QI qui est altéré avec ça. Et on sait aussi que plein de garçons ou de filles sont schizophrènes. Ils ne le seraient jamais devenus sans le cannabis. Ça, moi, j'en vois, malheureusement, je travaille maintenant comme psychiatre dans un CNP, dans une ville qui craint, l'île d'Abo et Villefontaine. On voit quand même que le cannabis est responsable de chute du QI et de bouffées délirantes qui parfois peuvent se pérenniser et devenir des schizophrénies. Et j'en ai encore vu un pas plus tard qu'avant-hier. Je disais, mais enfin arrêtez, vous avez fait une bouffée délirante, vous avez été interné pendant 3 mois, recommencez pas. Vous risquez cette fois-ci de ne plus vous en sortir. Là, vous en êtes sorti cette fois-ci, mais c'est pas sûr que vous en sortirez. Vous pouvez rester schizophrène à vie. Pire, c'est tous les dopaminergiques. Je pense aux amphétamines, à l'ecstasy, à la cocaïne, qui sont également des usines à schizophrène et à délinquance, parce que c'est des trucs qui vraiment déclenchent des pulsions extraordinaires. Il paraît même qu'il y a un pourcentage très important des accidents de bagnole qui aujourd'hui sont provoqués par des gens sous... Oui, notamment sous cocaïne, mais aussi sous cannabis. Alors on va passer à une autre drogue très dure, c'est Internet. Alors c'est sûr, pour le sommeil, c'est catastrophique, parce que tous les écrans après dîner, que ce soit le téléphone, les tablettes ou l'ordinateur, niquent la lumière bleue et donc bousillent le sommeil. Donc ça, c'est déjà une drogue. Et je peux vous dire, je soigne des gens qui sont des insomniaques féroces. On connaît la raison, chute de mélatonine due à la lumière bleue, due au mail le soir, et bien j'arrive pas à les désintoxiquer. C'est vraiment une drogue dure. Et il m'arrive d'hospitaliser des gens pour le sevrage progressif d'Internet, tellement c'est une drogue dure. Alors en plus sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, il y a quand même une violence incroyable. Ouais. Alors ça tient à quoi? L'anonymat L'anonymat joue un grand rôle. Pendant très longtemps, on a accusé la bagnole, exactement des mêmes mots. Il y avait même un film qui était très drôle avec Jacques Dufilot qui s'appelait Les Autopathes. Vous voyez un type très distingué, très chic, très polissé dans la vie. Il montait dans la voiture, il hurlait, il insultait, il faisait des queues de poisson. C'est pareil devant l'ordinateur. Il y a des gens qui sont parfaitement gentils et bien élevés dans la vie civile, et dès qu'ils sont devant leur Facebook, Insta et autres Snapchat, ils se lâchent complètement, parce que c'est l'impunité aussi. Il y a une impunité totale. C'est tellement facile de se faire un pseudo. En fait, les gens très violents sont parfois pas très courageux. C'est toujours celui qui cogne qui est le moins courageux, et de très très loin. Et ça me paraît une évidence. Les violents sont des lâches, oui. On a oublié quelque chose, c'est les religions. Et on regarde à travers l'histoire quand même ces religions entre guillemets d'amour, y compris la religion musulmane ou la religion chrétienne, ont fait des sacrées croisades ou des sacrés djihad. Comment vous expliquez ça? Même les bouddhistes réputés non violents, il y a eu des guerres au Japon interbouddhiques qui ont été épouvantables, très très sanguinaires. Vous avez oublié de mentionner une des plus répandues des religions qui s'appelle la psychanalyse. Parce que c'est une religion avec un pape, avec des excommunications, des chapelles, des hérésies, des évêques. C'est exactement structuré comme une religion. Or, pour Freud, l'origine de la violence, c'est le complexe d'Oedipe. Tuer son père et coucher avec sa mère. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu personne qui couchait avec sa mère, et j'ai vu, dans ma carrière d'expert, 2 parricides, pas plus. Il s'est complètement planté, le père Freud, dans sa névrose sexuelle. En revanche, ce qui est très important, c'est le complexe de Caïn. Allons-y. Parce que la violence originelle, quand même, c'est Caïn qui tue Abel. Et quand vous regardez, toutes les guerres sont fratricides. Russes versus Ukrainiens, Palestiniens versus Israéliens. Toutes les guerres sont des guerres fratricides. Et pour moi, l'origine de la violence est fratricide. Comment vous expliquez ça? C'est la proximité? Non, c'est la rivalité. La rivalité et l'injustice. Parce que si vous reprenez le complexe de Caïn, ça commence par un truc dégueulasse. C'est-à-dire que vous avez Abel, le jeune pâtre, qui garde ses moutons,
et vous avez Caïn, l'agriculteur. Et tous les deux offrent à Yahvé ce qu'ils ont de mieux, c'est-à-dire des beaux épis de blé pour Caïn et des plus beaux agneaux pour Abel. Et on ne sait pas si Yahvé est carnivore, mais il se comporte très mal puisqu'il méprise complètement les gerbes de blé et il remercie beaucoup Abel qui favorise. Et donc, pris de fureur, Caïn tue Abel. Et Yahvé qui pourtant sait tout dit « Ah, mais où est-ce qu'il est passé, ton petit frère ?» Nous sommes tous des enfants d'assassins, selon la Bible. C'est quand même extraordinaire. Comment se fait-il qu'à l'époque de la loi du talion, Caïn qui tue son frère est récompensé, puisqu'il a une femme, il a un métier, il a des descendants, il fonde une ville, et qu'au fond, il n'a jamais été puni. C'est quand même bizarre. Normalement, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mon interprétation de psy, c'est quoi? C'est que il y a un petit enfant qui s'appelle Abel, qui fait l'objet de toute l'affection de son papa Yahvé. Et puis un jour, Yahvé dit « Mon grand, il va peut-être falloir quand même que tu grandisses, que tu prennes femme, que tu plantes ta tente, que tu prennes un métier. » Et donc, Abel, on lui demande de tuer l'enfant qui est en lui. En fait, Caïn a tué le petit Abel qui était en lui. Et en fait, Caïn et Abel, c'est le même personnage. Donc, la Bible a présenté comme une violence criminelle, fratricide, originelle, ce qui n'est qu'une belle histoire de famille. Et comment vous interprétez l'œil dans la tombe? C'est Victor Hugo. Il n'y a jamais eu d'œil dans la tombe, il n'y a jamais eu de punition de Caïn. L'œil dans la tombe, ça peut être la mémoire aussi. Oui, il se souvient de son enfance. Alors pour finir avec les religions quand même, encore une fois, effectivement, toutes les guerres sont fratricides et religieuses. D'une certaine manière, on peut dire que toutes les religions sont sœurs. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup moins de guerres. Il y a quand même 60 guerres en cours aujourd'hui, 250 000 morts par an. Ça n'a rien à voir en quantitatif. En revanche, où là il y a une violence extraordinaire, c'est des hommes qui ont tué des millions de morts. Savez-vous par exemple quel est l'homme qui a tué le plus de gens de tous les temps, en chiffre absolu? Mao. Deuxième, Staline. Troisième, Hitler. Mais là, on n'est pas dans les mêmes échelles. Mao, on est entre 60 et 100 millions. Staline, 40 et 60 millions. Hitler, je crois qu'on est dans les 10 millions à peu près. Donc vous n'êtes toujours pas inquiet face à cette violence quotidienne qui se développe. Vous dites que ce n'est pas très inquiétant. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'est beaucoup moins important qu'au Moyen-Âge, qu'à la Renaissance et même qu'au XIXe siècle. Je suis très inquiet, encore une fois, de la violence américaine actuelle, qui est, comme je vous l'ai dit, ancestrale, mais qui atteint son apogée. Maintenant, la violence verbale trumpienne et poutinienne me font frémir. Est-ce que cette violence des élites, d'une façon générale, on le voit notamment dans les médias où souvent les débats dégénèrent, on le voit bien sûr sur Internet, est-ce que ce n'est pas un symptôme inquiétant? Ça a toujours été assez musclé quand même, les débats, puis les gens aiment bien ça. Mais en même temps, bon, on dit c'est violent, c'est terrible, mais le foot dans les petites villes, moi je suis né à Thonon, c'était quand même une bande d'alcooliques qui se foutaient sur la gueule tous les dimanches. Mais c'est rien. Je vous renvoie quand même au combat de gladiateurs. C'était autre chose. Je vous fais une petite provoque. Est-ce qu'au fond, la violence ne se nourrit pas du déni? Votre ami Cyrulnik dit que nous sommes à une époque où le déni n'est plus opérationnel. Le déni, aujourd'hui, pour Cyrulnik, ça ne marche plus. Et il sous-entend que parfois, ça génère l'inverse du but recherché. Est-ce que ce n'est pas aussi le cas dans la violence, où on raconte souvent, face à des problèmes ou des montées de violence quotidiennes, etc., on raconte aux gens, vous inquiétez pas, dormez bien, c'est pas très grave. Question. Je pense que le déni, ça marche très bien sur le plan individuel, mais que ce déni des responsables politiques probablement entraîne de la violence. Le fait de ne pas vouloir voir que les Minguettes, pendant si longtemps, ont été un vivier de violence. Donc ça, c'est du déni et ça n'a jamais marché. Je crois que ça n'a jamais marché, mais qu'effectivement, c'est l'arme favorite des politiques qui n'ont qu'un seul objectif, c'est d'être réélus. Est-ce que ce n'est pas ça qui, aujourd'hui, fait monter les extrêmes? Oui, je pense. Je pense vraiment. Les solutions pour essayer de canaliser cette violence et de faire en sorte que la société puisse vivre de façon plus pacifique. Moi, je vois qu'une solution, c'est l'école. Je pense que tout vient de l'école, tout part de l'école. L'école devrait être l'objet de tous les soins. On devrait
embourgeoisaient les profs, multipliaient par 3 ou par 4 leur salaire, quoi qu'il en coûte, parce que le jour où les profs seront embourgeoisés, je pense qu'ils redeviendront un modèle valable pour les gamins, et que le jour où ils auront un vrai modèle, ben, je pense que tout va changer, mais ça, c'est un pari à 20 ans. Vous avez l'air de dire que le problème de l'école, c'est les profs. Oui, Et alors comment faire? ce que je viens de vous dire. Payons-les beaucoup mieux, associons-les aux décisions qui sont prises. Du coup, les profs, chaque fois qu'il y a une proposition, ils sont contre. Par principe, ils sont contre, avant même d'avoir réfléchi. Il n'y a pas aussi un problème de formation? Oui, je crois aussi. Et puis la connerie de Sarkozy d'avoir supprimé les écoles normales. Les instituts, c'était vachement bien. Moi, je suis très pagnolien de ce côté-là. Je pense qu'à l'époque, l'institut, c'était un vrai modèle, l'école de la République. Il y avait l'école normale, ils arrivaient avec un vrai bagage. Ils n'avaient pas peur de rabâcher pour que les gamins ils apprennent. Ça a changé beaucoup de choses. Vous êtes optimiste? Si un jour il y a une vraie promotion, pas une réforme, une promotion de l'école, si les profs étaient enfin à la place qu'il leur revenait à l'époque dans les villages, à l'époque où la France était rurale, il y avait le maire, il y avait le curé, et il y avait l'instit qui était secrétaire de mairie en même temps. Puis il y avait le médecin. Maintenant il reste le maire, c'est tout. Et le maire en plus il se fait casser la gueule, il a beaucoup de mal. Je pense qu'effectivement ces 4 piliers de la société rurale ont disparu. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Bon, je suis pathologiquement quelqu'un d'optimiste. Je suis fondamentalement optimiste. Parce que je crois en la nature humaine, quand même. Je pense qu'on n'a pas été si mal construit que ça. À quoi sert la violence? Sans violence, notre espèce, comme tant d'autres, n'existerait pas. Parce qu'effectivement, il faut se défendre aussi, quand même, de temps en temps. C'est bien joli de tendre la joue gauche quand on s'est fait gifler sur la joue droite, mais ça ne fonctionne pas vraiment très souvent comme ça. Jésus pouvait se montrer extrêmement violent. Et lorsque, avec son commando, il a renversé toutes les tables des marchands du temple, il a été très violent. Donc on voit vraiment que la violence est constitutive de toutes les religions. Regardez Chronos qui dévore ses enfants, Zeus qui était un salopard fini. Dans la religion hindoue, vous avez aussi une violence à plus en finir. Je n'oserais pas parler trop du Coran, mais au point de vue violence, ça se pose aussi pas mal. Bref, la violence est constitutive d'à peu près toutes les sociétés. L'important, ce n'est pas la violence, c'est la régulation de la violence et la tolérance de la violence. Si vous deviez garder qu'une phrase de moi aujourd'hui, c'est ça.